Bonjour, je m'appelle Alain Lalou, je suis médecin de famille, médecin en soins palliatifs au GMFU et à l'hôpital de Verdun du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Je suis de retour pour une troisième capsule intitulée Orientation, confusion et délirium, et ceci dans le cadre de la formation Compassion. Alors, si vous vous en rappelez bien, dans l'acronyme Compassion, la deuxième lettre O est pour l'orientation. On parle là d'orientation, de désorientation, de confusion et de délirium. Alors, quelques petites notions de base. Quand on parle de délirium, on parle d'une fluctuation de l'état de conscience, de la cognition et de l'activité psychomotrice d'un patient. C'est une désorientation qui se fait dans le temps, dans l'espace et la personne. Souvent, la personne va sembler plus confuse et peut avoir des illusions, des hallucinations et peut avoir soit de l'agitation, donc la personne débarque du lit, devient agressive, des fois paranoïde, ou au contraire, la personne est beaucoup plus tranquille que d'habitude, est au fond de son lit et semble être plus somnolente que d'habitude. Il y a souvent une cause médicale sous-jacente et des fois, c'est une cause qui est potentiellement réversible. Pour nous, médecins, c'est une urgence médicale. On veut vite la diagnostiquer, vite la traiter et la renverser. Et le délirium est une grande cause de souffrance, autant pour la personne qui en souffre que pour les proches aidants et des fois même pour les soignants, parce que c'est pas des situations faciles à gérer. Alors, petite notion encore là importante, c'est la différence entre le délirium versus la démence. Le délirium, c'est un phénomène qui est aigu. Le début est très soudain comparativement à la démence, qui a un début qui est insidieux. L'évolution d'un délirium est fluctuante, alors il se peut que le matin, vous voyez le patient qu'il ait l'air tout à fait correct, qu'il soit confus sur l'heure du lunch et un peu plus confus et agité à l'heure du coucher. La démence, le patient est pas mal stable et l'évolution est lente et progressive. Ça arrive au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, même des années qu'on va voir une évolution. La durée du délirium, comparativement à celle de la démence, est temporaire. Ça peut être quelque chose de très court, sur quelques heures, quelques jours, mais ça peut être aussi plus long et durer des semaines. Chez un patient souffrant de démence, eh ben, c'est un problème qui est permanent et qui va se détériorer dans le temps et dans les années. Dans le délirium, l'attention est altérée, l'inattention est fréquente. Et chez la personne atteinte de démence, l'attention est vraiment absente. La personne a beaucoup de difficultés à se concentrer ou porter attention aux choses qu'on leur dit. C'est quelque chose de non seulement absent, mais c'est quelque chose de permanent. Quand on parle de délirium, les personnes peuvent aussi avoir des illusions, des hallucinations. En démence, c'est pas mal rare et ça arrive dans des cas de démence spécifiques comme les démences à corps de Louis. Alors, dans mon introduction, j'ai dit que le délirium est souvent secondaire à un problème sous-jacent et les causes qu'on peut identifier sont les médicaments. Alors, souvent, le patient va avoir un nouveau médicament, notamment un opiacé, un médicament anticholinergique ou un corticostéroïde et ça peut entraîner donc un délirium. Des fois, c'est pas l'ajout d'un médicament, mais le sevrage d'un médicament ou même d'une substance, notamment l'alcool, qui peuvent précipiter un délirium. Les infections sont une cause fréquente de délirium. Les infections urinaires peuvent se manifester tout simplement par de la confusion à délirium chez la personne âgée. Une douleur incontrôlée peut causer de la confusion et de l'agitation. Plusieurs troubles métaboliques et des maladies métaboliques ou des troubles électrolytiques peuvent aussi contribuer au délirium. On parle notamment de la baisse du sodium ou d'hyponatrémie, de l'augmentation du calcium ou d'hypercalcémie. Des fois, des atteintes d'un cerveau qui est déjà fragile chez la personne âgée, chez un cerveau de personne démente. Il y a un événement surajouté qui arrive et là, plus rien ne va. Alors, ça peut être suite à un AVC, un saignement intracrânien suite à une chute, un délirium peut s'installer suite à une convulsion, une infection, une encéphalite ou de l'anoxie cérébrale, par exemple, chez quelqu'un post-arrêt cardio-respiratoire après une réanimation.
D'autres causes plus fréquentes et plus, je dirais, on en a parlé dans les capsules précédentes, la constipation, la rétention urinaire sont des causes assez fréquentes et des fois sous-diagnostiquées de délirium. Finalement, chez la personne âgée ou la personne en perte d'autonomie et perte de mobilité, les chutes ou les immobilisations prolongées peuvent aussi contribuer au délirium. À ne pas négliger, tout changement au niveau de l'environnement ou de la routine, surtout chez une personne atteinte de démence, peut causer de la confusion. Alors, des fois, la personne est pas mal stable dans son milieu de vie ou CHSLD, survient un événement particulier, la personne est transférée à l'hôpital et là devient délirieuse. L'autre chose, ça peut être un perte de contact avec l'environnement et pas nécessairement un changement au niveau de l'environnement. Donc, quelqu'un qui a brisé ses lunettes, qui n'est plus capable de voir, quelqu'un qui a perdu son appareil auditif, tout à coup n'entend pas, ne voit pas bien et peut devenir confus et délirieux à cause de ça. Alors, le délirium est quelque chose qu'on ne prend absolument pas à la légère. Pourquoi? Parce que les conséquences et les complications, encore là, sont pas mal graves. Alors, ça peut avoir un impact sur l'autonomie fonctionnelle selon la durée. Donc, ça peut être quelque chose, la personne qui est très normalement fonctionnelle et autonome devient confuse et plus capable de s'alimenter, de s'habiller, de faire les choses qu'elle est habituée à faire. Il y a un risque de déconditionnement, surtout dans le contexte de délirium hypoactif où la personne est plus somnolente au fond de son lit, n'interagit plus vraiment. Il y a un impact sur la mobilité, la personne qui devient agitée peut oublier de prendre, par exemple, ses aides techniques à la marche et donc il y a une augmentation du risque de chute et des blessures. Il y a un grand impact sur la dignité. Alors, les personnes souvent vont se rappeler de leur épisode confusionnel aigu, vont en avoir honte et vont avoir l'anxiété ou la peur que ça se reproduise. Et finalement, le délirium est très important à diagnostiquer et à soigner. Pourquoi? Parce que globalement, il augmente le risque de mortalité chez la personne qui en souffre. Alors, comment est-ce qu'on évalue un patient? Euh, c'est sûr que les questionnaires peuvent être un peu difficiles hein, si la personne est confuse. Des fois, on va essayer de questionner l'entourage. Alors, moi, des fois, je suis incapable d'avoir une conversation. Je vais demander au préposé, à la famille, quelqu'un qui connaît le patient, qui le côtoie plus longtemps, plus fréquemment. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que ça a commencé? On va aller chercher les symptômes infectieux. Est-ce que le patient a eu de la fièvre, des frissons? On va essayer de voir si le patient a une chute récente. Est-ce que on a des symptômes qui peuvent indiquer la constipation, des problèmes urinaires comme une source? Est-ce que le patient vient de subir un changement au niveau de la routine? Est-ce qu'il y a un changement au niveau de l'environnement ou des changements de médicaments? Est-ce que le patient semble souffrant, a dit qu'il avait mal quelque part avant que tout ça ne commence? Les observations sont très, très importantes. Alors, quand le questionnaire, on ne peut pas vraiment s'y fier et qu'on n'a pas accès à quelqu'un proche de la famille ou des proches aidants pour les questionner, on va essayer d'observer qu'est-ce qui se passe. Alors, on va bien évidemment prendre les signes vitaux. On va examiner le corps, s'assurer qu'il n'y a pas des signes de trauma, le patient, ce qu'il a, il a chuté, cogné sa tête. On va vérifier au niveau de l'examen physique s'il n'y a pas une cause apparente. Alors, le patient qui tousse, qui crache et qui a des symptômes respiratoires, un examen respiratoire inhabituel, on va penser qu'il est en train de faire une pneumonie. On va aller investiguer, faire des prises de sang, des fois même des examens radiologiques pour trouver la cause. Et cela aussi peut inclure une analyse des cultures d'urine si on suspecte une infection urinaire. Alors, comment intervenir? Toujours deux axes, la prévention. Donc, chez une personne avec une démence, on veut vraiment, vraiment, vraiment favoriser l'orientation. Donc, quand on rencontre la personne, on se présente, on parle de la date, on veut qu'elle soit exposée à la lumière. Donc, l'alternance entre le jour et la nuit donne un sens de normalité ou de régularité. On veut stimuler la personne et la socialiser. Quelqu'un qui est seul, qui a très peu de contacts, va devenir plus facilement confus. On veut favoriser la mobilisation, bien évidemment, sortir la personne de son lit. Une personne qui est allongée toute la journée avec un rideau fermé va nécessairement plus avoir de distinction entre le jour et la nuit, quelle heure il est.
Donc, la régularité et la routine vont prévenir les déliriums. Et bien évidemment, on veut prévenir les causes du délirium qui sont prévenables, comme la constipation, la rétention urinaire. On veut soulager les symptômes, soulager la douleur pour que la personne ne devienne pas confuse à cause de ça. L'approche thérapeutique, eh ben, c'est sûr que si on identifie la cause, on veut la traiter et on veut traiter toute cause réversible. On veut s'assurer que le patient reste en sécurité, ne se mette pas en danger, surtout si la personne devient très physiquement agitée. Alors parfois, on a recours à des contentions médicamenteuses ou des contentions physiques et il y a des protocoles pour ça dans les différentes institutions. L'autre chose, c'est qu'on veut se faire très rassurant, très encadrant par rapport au patient et à la famille dans ce genre de contexte-là. Pour résumer cette présentation, je veux revenir sur des idées clés. Alors, le délirium est un problème fréquent et grave. On voit ça chez les patients hospitalisés autant que chez les patients dans leur propre milieu de vie ou en CHSLD. On devrait tous observer le patient de manière à pouvoir dépister et traiter rapidement ce problème-là. C'est une source importante de souffrance, autant pour le patient, la famille que pour les soignants. Et je ne dirai jamais assez à quel point le travail interdisciplinaire est important. Les premières personnes à voir les signes et symptômes d'un délirium, c'est souvent les préposés, c'est souvent les infirmières. La communication avec le médecin est très, très importante pour pouvoir diagnostiquer, traiter et éviter les complications. Merci pour votre attention.